Pourquoi les scale-up suisses doivent-elles passer par des levées de fonds pour financer leur croissance? Comment s'y prennent-elles pour choisir les meilleurs types de deals? Et quelles sont les grandes réussites que l'on peut voir aujourd'hui et également les points de vigilance pour éviter l'échec? C'est ce que nous allons découvrir dans cette interview avec Michel Jacquard. Pourquoi les scale-up suisses choisissent de lever des fonds plutôt que simplement de trouver plus de clients? C'est une excellente question. Si on était directeur de PME, on se dirait mais d'abord je vais chercher des clients. Ces clients vont payer pour les services que j'offre et sur la base de ce qu'ils me payent et de la marge que je peux avoir, je vais voir comment je peux développer mon entreprise. Pour les scale-up, la logique est complètement différente. Ils vont s'assurer que des investisseurs croient de telle manière à leur projet qu'ils vont financer même à perte la croissance de l'entreprise pendant les mois ou les années à venir. Donc pour une scale-up, un seul maître mot, la croissance. Et la croissance à tout prix. Et donc indépendamment quelque part du succès commercial immédiat du produit ou du projet, on va dépenser beaucoup d'argent en espérant qu'un jour, des clients vont comprendre la valeur du produit. Mais ce jour-là peut être dans très longtemps et pas immédiatement. Et comment font-elles pour réussir ces levées de fonds sans perdre le contrôle de l'entreprise? Alors effectivement, très vite, du côté de ces fondateurs de sociétés qui ont passé par la phase start-up et qui se posent la question de la scale-up, comment aller plus loin, se pose la question du maintien du contrôle et donc du risque de perte de contrôle. C'est une réaction qu'on peut tout à fait comprendre puisqu'en général, l'investisseur qui met de l'argent va vouloir exercer un certain contrôle, demander une visibilité, demander des comptes par rapport à l'argent qu'il a investi et concrètement va demander à siéger au conseil d'administration, à obtenir un certain nombre de droits de veto par rapport à des décisions. Dans ces situations-là, ce qu'on conseille en général aux clients qui viennent nous voir, c'est de vraiment réfléchir à l'intérêt de la société. Un conseil d'administration qui doit décider en permanence avec d'un côté des fondateurs, de l'autre côté des investisseurs, ne sera pas le meilleur outil ou la meilleure plateforme ou le meilleur organe pour le succès de la société. Il faut donc casser un petit peu cette logique de perte de contrôle, maintien de contrôle, pour chercher à travailler ensemble, y compris au niveau du conseil d'administration. Cela veut dire que du côté du fondateur, il doit se voir comme un CEO, et du côté de l'investisseur, il doit vraiment se voir comme une partie prenante au projet, chacun prenant des risques de son côté. De cette façon-là, la question de la perte de contrôle est en général assez vite évacuée des discussions. Et pour la scale-up, quel est le meilleur type de deal possible pour avoir accès aux fonds? Beaucoup de deals possibles aujourd'hui pour les scale-up. On n'est plus dans une situation, en fait, il fallait choisir entre ouvrir le capital pour recevoir de l'argent ou bien aller se financer auprès d'une banque qui allait demander des bilans et beaucoup de conditions et qui traditionnellement ne finance pas d'ailleurs les scale-up. On a toute une palette d'instruments à disposition aujourd'hui pour une scale-up qui cherche à se financer. Alors, la manière la plus traditionnelle reste quand même d'aller demander à des investisseurs de mettre de l'argent en échange d'actions. Ce qui est bien avec cette démarche-là, c'est que les investisseurs sont pieds et poings liés quelque part dans la société. Ils ont souscrit des actions et il est difficile de les revendre. À l'inverse, on a la possibilité de dire à ces investisseurs « Je ne suis pas prêt aujourd'hui à ouvrir le capital, je le serai plus tard, prêtez-moi de l'argent et dans 6 mois, dans 12 mois, dans 18 mois, je vais soit vous rembourser cet argent, soit vous pourrez participer au capital en convertissant votre créance en nouvelles actions. » Le problème avec ce type de structure, c'est évidemment de déterminer la bonne valeur au moment de la conversion. Et puis, nous sommes en 2018, donc on va parler d'ICO, parce qu'on se rend compte que l'émission de jetons numériques, donc l'utilisation de ces crypto-monnaies quelque part, ou ces projets qui sont lancés par le biais d'une plateforme blockchain, peuvent être aujourd'hui un nouveau moyen de financement pour des sociétés existantes qui vont chercher à convaincre le marché qu'elles ont une proposition de valeur intéressante sur un aspect particulier d'une industrie. Et pour réussir à très rapidement couvrir les problématiques liées à cette problématique, à cet élément-là, vont chercher à immédiatement utiliser la communauté détentrice de fonds crypto pour lever des jetons, émettre des jetons qui ne seront pas dilutifs puisque ce ne sont pas des actions de la société et qu'il ne faudra peut-être pas rembourser selon la manière dont ils sont conçus. Donc les ICO peuvent être un moyen intéressant, nouveau, pour se financer. Est-ce que vous avez des exemples concrets de réussite de scale-up que vous avez accompagnés? Est-ce que vous pouvez nous dire précisément comment vous faites pour les aider à réussir leurs opérations?
2018, excellente cuvée en termes de scale-up, dans différents domaines, différentes industries, ce qui montre un peu la richesse aussi de l'écosystème ici. On a Abionic dans le domaine des technologies médicales qui a levé 20 millions. On a Metaco qui a levé un montant qui n'est pas connu, qui n'est pas public, mais auprès de sociétés comme Avaloq, Sigpa, La Poste, Swisscom dans le domaine du blockchain. On a également BestMile, une société qui est sortie de l'EPFL et qui a convaincu des investisseurs internationaux de mettre de l'argent lors d'un tour de financement de scale-up pour financer son développement à l'international. Donc de très belles sociétés qui convainquent une palette très intéressante d'investisseurs en 2018 dans la région. Donc on a des réussites, on a aussi, j'imagine, des échecs. Est-ce qu'il y a des points de vigilance qui sont particulièrement importants pour les scale-up? Il y a bien sûr des échecs. Ce qui fait la différence entre une réussite et un échec sont des critères qui sont très difficiles quelque part à anticiper. Ce qu'on remarque quand même, c'est que souvent, le temps nécessaire à la discussion et à la clôture d'une levée de fonds est sous-estimé par les entreprises. C'est bien plus que de signer une term sheet, de signer une convention d'actionnaire, de signer un contrat d'investissement. Il y a toute une préparation psychologique à faire, il y a toute une négociation, un processus à mettre en place. Il faut donc compter 6 mois pour véritablement mettre en place un tour de financement, sinon plus. Ça, c'est une première raison d'un échec, absence de planification. Notre type de motif d'échec, cela peut être des erreurs humaines. Parce qu'on a beau parler de technologie, on a beau parler de choses qui peuvent être très sophistiquées, en fin de compte, c'est un projet où on a beaucoup d'émotions. C'est un projet aussi où du côté des investisseurs, on a beaucoup d'attentes. Et il faut s'assurer, avant de commencer des discussions de levée de fonds, au niveau de la gouvernance de la société, de l'équipe de fondateurs, que tout le monde est parfaitement aligné. Et du côté des investisseurs, s'assurer aussi que l'on va composer son syndicat d'investisseurs de façon intelligente pour éviter qu'il y ait trop de confrontations à ce niveau-là également. Donc des erreurs humaines qui peuvent malheureusement aboutir à un échec commercial. Merci beaucoup Michel d'avoir partagé avec nous votre expérience des levées de fonds pour les scale-up. Avec plaisir. Vous avez regardé le Think Tank M&A Show en partenariat avec Dukascopy TV. Nous nous retrouvons très prochainement pour une autre émission. À très bientôt.